de lui laisser vivre son deuil dans l'intimité. En fin d'après-midi, les recherches ont été interrompues, mais les plongeurs avaient déjà accompli beaucoup de travail. Journée de recherche difficile. Le rythme était bon ce matin, mais le mauvais temps est venu tout paralyser. Les efforts ont essentiellement été déployés dans le secteur où les premiers débris avaient été retrouvés. 2 zones assez précises, ouest de Martha's Vineyard. Tout cela grâce à un navire équipé d'un sonar qui est parvenu à détecter ce que les experts décrivent comme des cibles à une vingtaine de mètres de profondeur. They delineate targets on the seabed, all targets, and map out the entire seabed. And all of this data is geocoded or connected with navigational information, latitude and longitude to a very precise degree. En début d'après-midi, une équipe de 10 plongeurs avait entrepris de fouiller la mer avec, cependant, le risque d'aller dans un premier temps de déception en déception. We've cataloged 15 to 20 shipwrecks. Some of them are old, late 1800s. A lot of them are early 1900s shipwrecks. And that does complicate a search to some degree. Un peu plus de débris de l'appareil ont été découverts. De petits morceaux de fuselage, un bout de tapis, un coussin. Mais rien encore de significatif. Les équipes de recherche, déjà nombreuses, vont être épaulées par d'autres navires, dont un bateau de la marine américaine, le USS Grasp, qui serait capable, le moment venu, de sortir de la mer les restes du Piper Saratoga de John Kennedy Jr. Richard Latendresse pour le réseau TV. L'angoisse, la longue inquiétude s'est transformée en froide certitude pour la famille Kennedy. Dimanche soir, l'amiral Farabi de la garde côtière a eu la pénible tâche de leur annoncer qu'il n'y avait plus aucune chance de retrouver des survivants. Déjà 48 heures s'étaient écoulées depuis l'écrasement du petit avion transportant John Kennedy Jr., sa femme Caroline Bessette et la sœur de cette dernière, Lorraine. La nouvelle a aussitôt fait le tour du monde. Ça a effectivement fait le tour du monde parce qu'il y a ici des journalistes un peu partout. En France, ça n'a pas fait la une de l'actualité tout de suite, tout simplement parce qu'il était 2 heures du matin. Les télévisions américaines ont commencé à présenter des émissions en hommage à John Kennedy Jr. Ici, au domaine des Kennedy de Hyannisport, un lourd silence a enveloppé la maison. Ils ont choisi de vivre ensemble, en famille, la douleur, comme ils l'ont si souvent fait. Caroline, la sœur de John, a préféré demeurer chez elle, à Long Island. De sa famille, il ne reste plus qu'elle. C'est un héritage sans doute un peu lourd à porter. En plus, c'est une femme qui a été, qui toujours, depuis sa plus tendre enfance, est plutôt réservée. C'est pas quelqu'un qui se montre beaucoup. Pour la petite communauté de Hyannisport, où le clan Kennedy est implanté depuis tant d'années, c'est le choc. Le musée JFK, à la mémoire de John le père, l'ancien président, a soudainement été plus achalandé. Les Américains qui ont vu grandir John Jr. partagent maintenant l'épreuve de la famille. Mais il s'en trouve plusieurs à s'interroger sur la témérité du pilote inexpérimenté. John Jr., en volant de soir, partant de brouillard, sans maîtriser le vol aux instruments, n'a-t-il pas couru à sa propre perte et entraîné dans la mort sa femme et sa belle-sœur? Comme un peu tout le monde ici, John Kennedy Jr. venait marcher sur cette plage. Il quittait la résidence d'été de la famille pour aller se baigner dans la mer. C'est dans la mer qu'il a péri. Mais maintenant, les familles Kennedy et Bessette aimeraient savoir, bris mécanique ou erreur de pilotage. Nous suivrons donc attentivement le déroulement des recherches et de l'enquête. Robert Plouffe, TVA, à Hyannisport, dans le Massachusetts. Autre écrasement, mais cette fois, les occupants ont eu beaucoup plus de chance. Ça s'est passé au BIC, un monomoteur qui appartient à l'école de pilotage d'Air Satellite s'est écrasé. Les 2 hommes à bord n'ont que des blessures légères. L'an dernier, l'écrasement d'un avion de la même compagnie a fait 7 morts à Pointe-le-Bel. Des voleurs particulièrement ingénieux ont réussi à frauder au moins 200 résidents de Laval en reproduisant leur carte de guichet. Depuis ce matin, le service de police de Laval est débordé de plaintes. Des gens qui affirment s'être fait vider leur compte de banque. Dominique Carpin. La vie de ces Lavallois s'est effondrée comme un château de cartes. Leur compte bancaire a été complètement siphonné par des fraudeurs ces derniers jours. Les voleurs se sont servis au guichet automatique. Il y a eu 4 transactions, 2 fois 500 $ et 2 fois 1000 $. Je remets en question l'usage de ces cartes-là. Je me sens pas en sécurité, là. Et je débute mes vacances avec moins 3000 $ dans mon compte de banque. Selon la police, les fraudeurs auraient tissé leur toile il y a quelques mois dans un commerce de Laval qui n'a pas encore été identifié. Lorsqu'un client utilisait sa carte de débit pour faire un paiement direct, le commis copiait les données de la bande magnétique de la carte grâce à un petit décodeur caché. Une caméra, probablement dissimulée au plafond, filmait ensuite le client lorsqu'il composait son numéro d'identification personnelle. Les fraudeurs avaient alors toutes les cartes en main pour reproduire la précieuse plaquette.
Cette petite famille rencontrée au poste de police venait de réaliser qu'il manquait 1 400 $ dans son compte, toutes ses économies. T'es supposé de partir en vacances? On n'a rien. Vous aviez allé où? À Niagara Falls, montrer Marineland aux petits garçons. Vous aviez quitté quand? Ce soir, à 1h du matin. Et là, vous ne pouvez pas y aller? Non, ça fait l'impression dans la célébrité et qu'il ne l'aime pas. Il savait comment s'y prendre et qu'en fait, avec les photographes, avec la télévision et les reporters, il avait quand même un certain accord. Il avait un niveau de confort. Et pour tout l'accès qu'il leur donnait, il savait garder une certaine mesure de sa vie privée. Et je crois aussi qu'il savait vivre une vie assez normale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces commentateurs qui disent que John Kennedy fils, c'est un peu le prince que l'Amérique n'a pas parce qu'il n'y a pas de famille royale aux États-Unis, mais que les Kennedy en font presque une? Je crois qu'on peut parler prince quand on compare ce drame au drame de Princess Diana. Mais je crois qu'en fait, dans le culte de célébrité qu'habitent les États-Unis, il était beau, il était jeune, c'était un Kennedy, pas comme les autres, et qu'il y avait une certaine fascination avec lui. Alors, prince, oui, mais prince de célébrité, plus qu'autre chose, je crois. Mais pourquoi cette fascination, justement? On dit beaucoup de John Jr. qu'il n'a pas réussi à réaliser de grandes choses. Il était jeune. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Je crois qu'il avait quand même réalisé le succès d'une publication qui avait grandi à 400 000 exemplaires dans le magazine George. Créer des magazines, c'est pas facile. Donc, c'était un succès très new-yorkais, très Washington, mais c'était quand même un succès. Mais il ne faut pas oublier qu'il était jeune. Et je crois que ce n'était pas une ambition, comment dirais-je, nue, comme certains de ses cousins. C'était une ambition personnelle et une ambition qui, je crois, était qui tentait de balancer avec ses exigences d'une vie privée. Est-ce que vous diriez que maintenant, il y a toute une génération d'Américains, peut-être même de jeunes à travers le monde, qui auront leur propre Kennedy à pleurer, comme on a pleuré le père président? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que John, c'était vraiment un peu tout à fait un cas unique. Et il ne faut pas oublier que c'était par lui, quand on le voyait en tant que, pour beaucoup d'Américains, il représentait physiquement, émotionnellement, le lien avec ses parents. Et c'est un lien que ses cousins n'ont pas. Et c'est un lien que sa sœur ne va pas exploiter. Moi, je crois que c'est une femme avec encore plus de définition dans sa vie privée et qui ne cherchera pas du tout, je ne crois pas, à exploiter ce lien. Madame Atendia, je vous remercie beaucoup de ces explications. Je vous en prie. Au revoir. Considérant que l'employeur peut peut-être, fait que c'est rien, là. Il y a quelque part quelqu'un qui n'avait pas saisi la détresse des infirmières. Dans certains hôpitaux, on a décidé de reprendre la grève. Au bloc opérateur de Maisonneuve-Rosemont, ce matin, on s'est mis en grève volontairement. Toute cette contestation n'ébranle pas la présidente de la FI. De qui entendez-vous parler? De celles qui ont exprimé une dissidence? Entendez-vous parler des autres? Dans un précédent reportage, nous évoquions que l'entente sur la conversion du temps de remplacement en poste permanent ne se traduirait pas nécessairement en poste à temps complet, même si on a obtenu l'obligation de l'employeur de convertir toutes les heures de remplacement. Jenny Skeen croit toujours cependant que c'est un gain substantiel. Dans le milieu de la santé, il y a des postes à temps complet et il y a des postes à temps partiel. L'obligation d'afficher que des temps complets, nous ne l'avons pas obtenue. Nous avons obtenu l'obligation d'afficher toutes les heures en poste. Nous aurions voulu plus pour les infirmières. Nous souhaitions un montant d'argent immédiat. Nous évaluons que c'est le maximum que nous pouvons atteindre dans les circonstances et elles en ont débattu pendant 2 jours et elles ont choisi à majorité de la recommander. C'est donc demain que se tiendra à l'échelle de la province ce référendum auprès des infirmières. Tous les syndicats devront rendre à la Fédération leurs résultats respectifs pour 18h30. Il faut donc s'attendre à un résultat final en début de soirée demain. Armand Dubois, TVA Montréal. Quelques heures seulement avant la tenue du vote sur l'entente de principe, la frustration monte d'un cran à l'hôpital Robert Giffard. Visiblement, la conscience n'y est plus envers les dirigeants de la FI. Les gens sont en avant, j'ai entièrement confiance pour faire en sorte de sortir ce coccinelle-là de Montréal pour aller chercher quelque chose.
Il va falloir qu'il y ait une radicalisation au niveau des moyens de pression. Faire la grève avec des pancartes en avant, envoyer des babayes, pour nous, c'est terminé. Il va falloir qu'il se passe quelque chose de plus drastique que ça. Et tant que les gens en place vont demeurer, pour nous, c'est clair, il n'est pas question qu'on retourne en grève. Ce n'est rien de moins que la démission de tous les membres du comité de négociation que réclame le syndicat. La présidente Jenny Skin aussi s'est pointée du doigt. M. Bouchard, je pense qu'il fait sa job. Mon impression, mon avis personnel, c'est que Mme Skin n'a pas fait tout à fait la sienne parce que le message qu'on lui a demandé, c'est pas celui ce à quoi elle nous demande de se rallier présentement. C'est le FIC en temps de négociation, ça point de vue stratégiquement pas très habile de notre part, mais il va y avoir une reconsidération de notre alliance avec la FIC là, après les négociations actuelles. Même si la FIC a passé le mot d'ordre, pas question pour les 600 infirmières de Robert Giffard de retourner sur les piquets de grève jeudi matin si l'entente est rejetée. On songe plutôt à prendre les choses en main. Si rien ne bouge à la FIC, même les services essentiels pourraient être menacés. Ça sera aussi à réévaluer, mais c'est ce que nos membres voudraient voir imposer plus de services essentiels. Chose certaine, le vote ne sera pas de gaieté de cœur demain. Les infirmières de Robert Giffard porteront même le deuil en signe de contestation. Caroline Godreau, TVA, Beauport. À l'hôpital de Chicoutimi, les infirmières n'ont pas attendu non plus le vote demain pour retourner au piquet de grève. Les infirmières du bloc opératoire sont sorties dès 8 heures, suivies de celles de l'urgence. Les grévistes n'ont laissé qu'une seule équipe au bloc opératoire et seulement 3 collègues à l'urgence. Les manifestantes sont déçues de l'entente et dégoûtées de l'attitude de Lucien Bouchard. Quand c'est le temps de nous dire qu'on est professionnel, qu'on est responsable, il est long. Mais quand c'est le temps de nous payer, on vaut pas cher. TVA vous révélait hier les tenants et aboutissants de cette histoire de fraude de cartes de guichet. Bien, ce soir, la police a perquisitionné dans une station-service Petro-Canada du quartier Sainte-Rose à Laval, au coin du boulevard Labelle et de la rue Renaissance. De nombreux documents ont été saisis et on a appris qu'au moins 260 victimes se sont manifestées. Des victimes qui reverront heureusement la couleur de leur argent selon les banques. Yves Malo. La grande majorité des victimes sont passées par ce garage et ont effectué un achat d'essence avec leur carte de guichet. La bande magnétique de la carte y a été discrètement reproduite et une caméra filmait les gens qui inscrivaient leur NIP. Les policiers ont fait les recoupements. Le propriétaire du garage devrait avoir la visite des enquêteurs bientôt. Entre-temps, de plus en plus de gens découvrent qu'ils ont été victimes et appellent la police, ce qu'il ne faut pas faire. Nous demandons à ces personnes-là de bien vouloir communiquer directement avec leur institution financière pour rapporter le délit. Et ensuite de ça, ces rapports-là vont nous être acheminés au département de police. Des clients ont perdu des sommes importantes, certains en devises américaines. Tout le monde sera cependant remboursé, mais à certaines conditions. On va leur demander de remplir une déclaration solennelle dans laquelle on va leur demander d'identifier leur compte, d'identifier le montant qui a été retiré de leur compte frauduleusement. Et on leur demande de signer. À partir de ce moment-là, on va se donner 24-48 heures pour faire des vérifications. De plus en plus de transactions se font maintenant par carte de guichet automatique et les gens sont de moins en moins prudents. S'il y a une leçon à tirer de toute cette histoire, la voici. Refuser systématiquement de transiger avec un marchand dont le clavier mobile est fixé sur un comptoir. Si vous ne pouvez pas prendre le clavier dans votre main, l'apporter près de vous, composer votre NIP discrètement à l'abri des regards et le reposer sur le comptoir, refuser la transaction. Dernier conseil, ne perdez jamais de vue votre carte de guichet pour empêcher le fraudeur de reproduire votre bande magnétique. Yves Malo, TVA, Laval. Eh bien, les recherches se sont poursuivies toute la journée au large de Martha's Vineyard pour retrouver l'appareil de John Kennedy Jr., mais toujours rien. L'avion qui s'est abîmé en mer à une très grande vitesse aurait été réduit en pièces au contact de l'eau. Il sera maintenant très difficile d'en repérer toutes les composantes. Richard Latendresse fait le bilan de la journée. Le périmètre de recherche est vaste, près de 35 km², toujours dans le même secteur, au sud-ouest de Martha's Vineyard, là où les rares débris ont jusqu'à maintenant été récupérés. La zone de recherche a été étendue de 9 à 15 sites. 30 plongeurs sont à l'œuvre, 20 de la marine américaine et 10 de la police du Massachusetts. Ils sont appuyés par 2 navires équipés de sonars. Pour l'instant, les recherches ont donné peu de résultats significatifs, ce qui, en soi, ne surprend pas les experts. You're dealing with an aircraft that isn't intact. If it were intact, you'd see the wings and the tail, the empennage, it would all be pretty clear. But when you're dealing with pieces, frequently it's tough. Some rocks, I've seen a rock look like an empennage on an aircraft.
Parallèlement aux fouilles, de nouvelles informations surgissent ici et là. Le Cape Cod Times affirme que les papiers d'enregistrement du Piper Saratoga de Kennedy ont été retrouvés dès samedi sur le rivage de l'île. Les documents détrempés avaient été remis à la police. D'autre part, l'aviation civile américaine a admis que moins d'une demi-heure après sa disparition des écrans radars, un employé de l'aéroport de Martha's Vineyard avait téléphoné pour vérifier la position de l'appareil. Or, les premières recherches n'ont officiellement commencé que 4 heures plus tard, après un appel de la famille Kennedy. Rien de toute façon pourrait expliquer ce qui a pu se produire. Tout ce qu'on sait, et on le sait grâce aux données radars, c'est que le monomoteur a fait une chute vertigineuse, plus de 300 mètres, en 14 secondes. Caroline Kennedy Schlossberg, dernière héritière de la dynastie JFK, est sortie de son isolement mais pas de son mutisme. Elle est allée faire un tour de vélo avec son mari et est rentrée sans un mot ni un regard pour les journalistes. Richard Latendresse pour Réseau TVA. Pas de pitié pour les automobilistes, les pétrolières font bondir le prix de l'essence à la pompe. Et une femme s'attaque à une piquerie à coups de rouleau à Pâques. Parce qu'il pense. De l'entente de principe. Aujourd'hui, les membres de la FIC ont refusé l'entente de principe, donc à 75 %, un taux de participation qui a atteint 63 %. On va rejoindre Armand Dubois. Armand, compte tenu des derniers développements, est-ce que Mme Skeen et son équipe ont l'intention de démissionner? Pas du tout, même si cette proportion de rejet de 75 % peut être perçue par certaines infirmières comme véritablement un vote de non-confiance envers la recommandation qui avait été faite par l'exécutif. On a bien sûr posé la question à Mme Skeen et à la négociatrice en chef. Elles ont dit tout simplement que, dans le fond, elles ont fait une évaluation qu'elles croyaient satisfaisante pour l'entente de principe, mais que, compte tenu de l'esprit démocratique qui anime la FIC, il n'est pas question de démissionner. On va poursuivre la bataille. D'ailleurs, je vous invite à voir le petit échange qu'on a pu avoir avec la présidente de la FIC et, entre autres, avec également la chef négociatrice, Mme Bonamy. Moi, je vous dis que quand on est dans une instance démocratique, syndicale, l'instance a une décision à prendre, elle l'a prise. C'est ce que nous avons fait. Obtenir plus alors que l'évaluation que vous en aviez faite, c'est qu'on ne pouvait pas obtenir plus. Écoutez, ce qu'on a dit à notre délégation, c'est que dans les circonstances, nous ne pouvions pas obtenir plus. Nous avons cru sincèrement que c'était satisfaisant ce qu'il y avait sur la table. Ce qu'elle exprime ce soir et aujourd'hui, ce qu'elles ont exprimé, c'est non, c'est pas satisfaisant. Mais force est de constater que votre évaluation était mauvaise. Absolument. Mais honnêtement, je pense entre autres à vous, Mme Bonamy. Est-ce que vous avez... J'avais posé la question à Mme Skeen qui me disait que c'est pas une question d'énergie, c'est une question de conviction. Mais est-ce que vous, en tant que négociatrice en chef, vous avez encore l'énergie d'aller vous représenter devant des négociateurs et refaire l'exercice? Plus que jamais, M. Dubois, plus que jamais. Alors, plein d'énergie, Armand. Techniquement, là, on retourne en grève. Est-ce qu'on va voir les piquets de grève réapparaître à minuit? Alors, en principe, à minuit, les piquets de grève, les lignes de piquetage devraient être à nouveau dressées. Ça a été la décision de la dernière Assemblée fédérale de la Fédération des infirmières. Mais on sait déjà qu'il y a des établissements qui ne suivront pas ce mot d'ordre. Alors, la réaction du gouvernement est attendue demain, Armand. Oui, il n'y aura pas aucune réaction ce soir, mais on s'attend dès demain à un communiqué qui pourrait être émis du bureau de la ministre de la Santé, Pauline Marois. Mais ce soir, ni Mme Marois, ni le premier ministre Lucien Bouchard n'ont voulu commenter la décision des infirmières, parce qu'il faut bien le dire, c'est la base qui s'est exprimée massivement avec un taux de participation de 63 %. C'est plus que lors du vote de grève qui avait été repris dernièrement. Voilà. Merci beaucoup, Armand. Au revoir. C'est ça, dans la région de Québec, l'entente a été rejetée de façon encore plus massive. On joint Dominique Moret. Dominique, vous avez les résultats, je crois, dans quelques hôpitaux de la région. Quelques résultats, évidemment. Parlons tout d'abord de l'ancien employeur de Mme Skeen, l'Enfant Jésus, 91 % pour le non. Robert Giffard, 89 %. Ici, à l'hôpital Laval à Sainte-Foy, 85 % un rejet. Taux de participation d'environ 70 %, donc très fort, un peu plus fort que la moyenne, que le total québécois. Donc, on écoute quelques réactions. C'est la preuve qu'il y a 75 % au moins des infirmières de la province de Québec qui trouvent que ça a été désastreux. Bien, je pense que ça démontre que les infirmières sont plus capables d'en prendre. On est fâchés, on est très fâchés. C'est une entente qui n'a absolument aucun sens pour nous. Donc. Je suis satisfaite, puis je m'attendais à ça. J'ai attendu que ça ne pouvait pas passer, des choses comme ça. Là, ça ne peut pas se faire.
cette fois-là, on ne fera plus des douces, ça je peux vous le dire, que ça va frapper plus vite, ça va frapper plus fort. Bon, et Dominique, il y a des infirmières qui ne retourneront pas sur les piquets de grève ce soir. Bon, on a vérifié auprès de 4 hôpitaux de la région de Québec. Pas question de retourner sur les piquets de grève. Pour la majorité, en fait, à qui on a parlé, pas question donc de revenir à ce moyen de pression-là. On parle peut-être de recours à certains moyens un peu plus corsés. Enfin, on verra. On veut en discuter vendredi à Laval. Bien. Dominique Moret, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bien, la présidente de la FIC, Jenny Skin, sera avec nous un peu plus tard au cours du bulletin pour commenter tous ces résultats, mais d'abord les autres nouvelles de la journée. Eh bien, les recherches sont finies. Des plongeurs de la marine américaine ont retrouvé les corps de John Kennedy Jr., de son épouse Caroline Bessette et de sa belle-sœur. Et en début de soirée, leurs dépouilles ont été ramenées sur la terre ferme. Richard Latendresse. Il faut reconnaître que les enquêteurs ont été extrêmement efficaces. Partis d'une zone de 23 000 km² en plein océan, ils ont réussi en 4 jours de recherche intensive à réduire ce périmètre à moins d'une dizaine de kilomètres carrés. Finalement, la nuit dernière, l'épave du monomoteur de John Kennedy Jr. a été repérée par 40 mètres de fond à 12 km au sud-ouest des côtes de Martha's Vineyard. L'avion, selon les plongeurs de la marine américaine, est démembré et il manque la partie avant, celle qui abrite le moteur, ainsi qu'une aile. Mais déjà, la portion principale du fuselage a été retirée de la mer et se trouve entre les mains des enquêteurs. The major portion of the fuselage has already been recovered. The grasp is going to remove the remainder of the wreckage in a relatively close-in area during the course of the next 2 days. C'est dans la cabine relativement intacte qu'ils ont retrouvé le corps de John Kennedy Jr. En après-midi, les plongeurs localisaient les corps des 2 passagères dans les restes de l'avion. I can tell you that all 3 passengers were in the fuselage. Pratiquement au même moment, le sénateur Edward Kennedy, l'oncle de JFK Jr., se rendait à bord du USS Grasp, d'où ont été menées les opérations de récupération. C'est lui qui aurait eu la pénible tâche d'identifier la dépouille de son neveu. La famille Kennedy n'a autrement émis aucun commentaire. Il a cependant été annoncé qu'une messe à la mémoire des victimes sera célébrée vendredi matin à New York, dans la paroisse St. Thomas More, qui était celle de Jacqueline Kennedy Onassis. Déjà, le président Bill Clinton a fait savoir qu'il y sera. Quant aux funérailles elles-mêmes, il semblerait que la famille Kennedy souhaiterait que la cérémonie ait lieu en mer, là où John trouverait son dernier repos. Un reportage de Richard Latendresse. C'est une traversée absolument... De l'ordre de 10 environ. Là. Dès l'automne, les policiers érigeront des barrages routiers dans une centaine de villes et villages et vont tester sur une base volontaire 6 000 automobilistes. On prélèvera des échantillons de salive et aussi d'urine, comme on le fait pour détecter les sportifs qui se dopent. Tous nos enquêteurs sont des étudiants en sciences infirmières et on a des toilettes portatives de haut de gamme qui m'expriment ici là, avec miroir, lavabo, etc. Cela se fera dans l'anonymat. Il n'y a rien qui revient contre des conducteurs qui se portent volontaires pour cette expérience-là. Les policiers essaient aussi de trouver des outils qui leur permettraient de détecter la drogue chez les conducteurs, un peu comme on le fait avec l'alcotest. Présentement, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour détecter la drogue au volant. Soit marcher sur une ligne droite, vérifier les yeux, la dilatation des pupilles, différents tests de ramasser des pièces de monnaie par terre. D'ici 5 à 10 ans, la SAC croit qu'on aura trouvé un appareil semblable à l'alcotest pour déceler la drogue. Des études sont menées aux États-Unis sur des instruments qui analysent la salive des automobilistes. Les Américains prennent la chose très au sérieux. Une étude réalisée en 1993 dans 13 États indique que lors de 1800 accidents, 52% des chauffeurs avaient consommé de l'alcool et 18% de la drogue. Plus de la moitié de ceux qui avaient pris de la drogue étaient aussi en état d'ébriété. Selon cet expert en toxicomanie, certains consomment du crack et du freebase puis conduisent. C'est pour cela qu'il y aurait autant de poursuites automobiles. C'est kamikaze, c'est zéro limite. Là. Il y aura pas de... Ça va être jusqu'à ce qu'il arrive à se sauver, mais ça finit toujours d'une façon tragique. Au cours des 2 prochaines années, la SAC va aussi scruter à la loupe tous les dossiers des conducteurs décédés pour savoir s'ils étaient drogués. Harold Gagné, TVA, Montréal. Bien, c'était à prévoir au lendemain du nom retentissant des infirmières à l'entente de principe. La solidarité n'est plus ce qu'elle était. Les infirmières en dedans, les infirmières dehors, on ne s'entend plus très bien sur la marche à suivre. À tel point que l'exécutif syndical pourrait goûter aux foudres de ses membres demain en Conseil fédéral. Yves Malo. Le rejet sans équivoque de l'entente de principe intervenue entre le syndicat et le gouvernement provoque des remous. Ça se traduit par une réaction négative de plusieurs syndicats locaux qui ont refusé d'écouter le mot d'ordre de la FIC de retourner sur les piquets de grève. À Montréal, 8 des 17 hôpitaux de l'île ont repris la grève.
À Québec, en Mauricie, à Sherbrooke, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, personne n'est retourné sur les piquets de grève. Au Saguenay et dans l'Outaouais, à peine quelques piquets sont apparus. Bref, le mécontentement contre l'exécutif syndical est bien réel et même une pétition circule contre la présidente. La personne a mal négocié, à mon avis. Elle s'est prise de la très mauvaise façon. On s'est senti trahi et on a senti qu'on avait été mis de côté. Jenny King, présidente de la FIC, semble moins patiente devant tant de contestations. S'il y a des gens qui sont en désaccord avec la manière dont le dossier est mené, je vous dirais que ce sont des personnes qui ont approuvé la stratégie qui a été mise en place depuis le printemps. Aujourd'hui, parce que cette stratégie-là n'a pas donné les résultats qu'elles attendaient, elles en rendent coupables ceux qui l'ont défendue comme l'instance le leur demandait. Et pour en rajouter, voilà qu'une association de malades veut empêcher les infirmières de perturber les activités quotidiennes des hôpitaux et demande une injonction. Malgré les multiples tentatives, les parties n'ont pu s'entendre entre elles. Il va falloir qu'un tiers intervienne. Ça fait quelques semaines qu'on le proposait. Mais là, ce tiers-là, ce sera un juge de la Cour supérieure. Alors qu'infirmières et infirmiers s'autocritiquent sans ménagement sur la place publique, le gouvernement reste très silencieux. La ministre de la Santé, Pauline Marois, attend sans doute de voir dans quel état sortira l'exécutif de la FIC au terme du Conseil fédéral. Yves Malo, TVA, Montréal. Eh bien, si les policiers de la SQ ont bien suivi le dossier des infirmières, ils savent que la partie n'est pas gagnée. Québec a déposé ses offres en prévision du renouvellement de la convention collective des 3 700 agents de la Sûreté du Québec. Le syndicat veut 14 % d'augmentation salariale et on le sait, Québec n'offre pas plus de 5 %. Non, Marion. Le gouvernement Bouchard semble craindre les moyens de pression des 3 750 agents de la Sûreté du Québec, car il a dépêché le ministre de la Sécurité publique lui-même, Serge Ménard, pour le dépôt des offres. Dans les moyens utilisés dans la négociation, il ne faut pas que la confiance du public dans sa police soit diminuée. La présence du ministre, à ce stade-ci, est exceptionnelle. M. Ménard, le ministre de la Santé, il ne s'est pas rendu rencontrer les infirmières. Est-ce que c'est la police qui est plus importante ou le ministre qui est plus faible? Le ministre n'a pas répondu à ces questions et s'est contenté de s'en aller à l'abri des parois vitrées. Les agents de la SQ se sont fait dire par le ministre qu'il faisait partie d'une police nationale. Alors, eux répliquent que ça se paye. D'aucune façon, on va accepter le 5 % mur à mur. Quant à nous, c'est totalement inacceptable. Les revendications syndicales sont de 14 %, 7 pour les salaires, autant pour le régime de retraite. Les policiers vont négocier, mais ils sont impatients de passer à l'action. Des moyens d'action qui devraient être assez musclés. Et comme je vous ai dit, d'aucune façon, on va prendre des citoyens en otage. Au contraire, la question de la sécurité routière, on va s'en occuper. Il y a certaines façons de le faire. Un des moyens d'action musclés auxquels pensent les policiers de la Sûreté du Québec consisterait à faire la grève des contraventions. C'est-à-dire que les automobilistes fautifs n'auraient pas à payer d'amende, ils seraient simplement rappelés à l'ordre. Normand Réaume, TVA, à Montréal. L'armée canadienne se retrouve au milieu d'un autre scandale. Encore une fois, il y a eu une gaffe et une tentative pour la camoufler. Les soldats auraient été contaminés par différents produits dangereux lors de leur passage en Croatie en 1993. Et des notes médicales au dossier des soldats qui avertissaient des conséquences possibles ont été détruites. Lina Dib. Depuis son service en Croatie, ce soldat a des douleurs aux jointures, des problèmes de vision. À l'automne 93, il était en poste sur le terrain d'une ancienne usine et la terre avec laquelle il remplissait les sacs pour se faire un abri était contaminée au BPC, d'après lui. Pendant que Phil Tobico se dit qu'il n'a plus d'avenir, l'armée lui refuse son aide, à lui et à 15 autres soldats. D'après l'armée canadienne, le sol en Croatie était propre. Pourtant, un médecin de l'armée a écrit le contraire. Sa note, glissée dans les dossiers des 1000 soldats qui ont servi dans la région, est disparue. Alors, il y a un cover-up encore une fois. D'après ce colonel à la retraite, l'ordre de faire disparaître les documents est venu du quartier général de l'armée d'un colonel. Le premier réflexe de l'institution qu'on connaît maintenant comme la Défense n'a absolument pas changé. Elle s'est empirée depuis le Somalie. L'armée essaie de calmer les choses, mais le militaire désigné porte-parole ne peut rien dire sur la disparition des notes de médecins. Je ne sais pas vraiment exactement qui a fait la décision, mais c'est vraiment une question pour l'enquête. Et quand est-ce que ça a été fait?
Même chose, je ne sais pas. Cependant, il annonce qu'il y aura une enquête interne. On vient même d'envoyer une équipe prélever des échantillons de sol en Croatie 6 ans plus tard. C'est du maquillage. Ce n'est pas assez pour convaincre le colonel à la retraite. C'est des enquêtes qui vont être faites par les forces, pour les forces, et ils vont nous donner ces résultats-là si ça fait de refaire. L'Inadib, TVA, Ottawa. John Kennedy Jr., sa femme et sa belle-sœur ont eu droit à des funérailles simples mais symboliques. Aujourd'hui, leurs proches se sont rendus sur l'eau près des lieux de la tragédie où ils ont dispersé les cendres des 3 disparus. Maxime Landry. Les membres des familles Kennedy et Bessette ont rendu à la mer ceux qu'ils aimaient, ceux qu'ils ont perdus de façon tragique vendredi soir. Une quinzaine de proches de John Kennedy Jr., de Caroline et de Lauren Bessette sont montés à bord d'un destroyer de la marine américaine. C'est là qu'on a célébré les funérailles des 3 disparus, loin des regards indiscrets, mais tout près de l'endroit où s'est écrasé l'appareil. C'est le genre de cérémonie habituellement réservée aux marins, à ceux qui vivent en mer. Mais comme l'eau a toujours représenté un symbole chez les Kennedy, c'était l'endroit tout désigné pour disperser les cendres de John, de sa femme et de sa belle-sœur. Les plongeurs, eux, ont poursuivi leur travail. Ils sont retournés au fond de l'eau pour tenter de récupérer encore d'autres débris, afin de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est clair, les 3 occupants du Piper n'ont eu aucune chance. Une mort instantanée causée par des traumatismes multiples. C'est ce que confirme le rapport d'autopsie. Et puis, quelques heures après les funérailles en mer, la communauté irlandaise de New York rendait, à sa façon, un hommage à John. Des centaines de personnes se sont rendues à la cathédrale Saint-Patrick. Cette messe sera suivie d'une autre vendredi, privée celle-là, et qui doit réunir plusieurs dignitaires, dont le président américain Bill Clinton. Maxime Landry, pour le réseau TVA. Justement, plusieurs dizaines de propositions ont été soumises, certaines modérées, d'autres radicales. Tout est possible, sauf une grève générale sans service essentiel à la population. Une grève sans service essentiel pour une infirmière, en tout cas pour moi, Jenny King, notre présidente de la Fédération, c'est pas acceptable. La démission en bloc, c'est abordé, ça? C'est parmi les choses qui ont été amenées, mais ce n'est pas nécessairement... c'est parmi les nombreuses propositions. La journée a commencé par un appel à l'unité de la présidente Jenny Skeen, dont le leadership semble intact. Je pense que c'est un bon travail. Puis j'ai confiance que quand elle dit qu'elle est allée gratter jusqu'au fond pour l'instant, oui, elle est allée gratter jusqu'au fond. Écoute, on va en reparler aujourd'hui, on va redonner un autre mandat. On va continuer. Dans un hôtel de Laval, la réunion s'est tenue à huis clos et les médias n'ont eu que quelques minutes au début pour prendre des images qui montrent une solidarité au moins de façade. En tout cas, le déchirement annoncé n'a pas eu lieu, notamment grâce à la consigne de ne rien dire aux journalistes sur ce qui se trame. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les moyens d'action? Moi, là, mon chum, est-ce que ça divorce, là? Je peux te parler à mon chum à Québec, il me regarde, là, je vais revenir lundi au plus tard. Normand Réaume, TVA, à Laval. Il y avait une autre bataille sur un autre front, celui des malades. Le Conseil pour la protection des malades a déposé en Cour supérieure une demande d'injonction provisoire pour forcer le retour au travail des infirmières et aussi accorder aux malades les soins auxquels ils ont droit. Bien, le juge François Rolland a dit non. Il estime qu'en l'absence de caractère urgent, il ne peut pas accorder l'injonction qui, de toute façon, dédoublerait le jugement du Conseil des services essentiels dans ce dossier. Déçu, le Conseil envisage de revenir à la charge dans les prochains jours et n'écarte pas le recours collectif. C'est un règne de 38 ans qui vient de prendre fin au Maroc. Le roi Hassan II est mort aujourd'hui. Il avait 70 ans. Il aura dirigé le Maroc d'une façon autoritaire, un peu trop, au goût de plusieurs. C'est maintenant son fils aîné, le prince Mohamed, qui lui a succédé. Maxime Landry. Le roi Hassan II a succombé à une crise cardiaque, résultat d'une infection pulmonaire. Le monde l'avait vu il y a quelques jours sur les Champs-Élysées, en train de célébrer la fête nationale des Français aux côtés de Jacques Chirac. Un voyage qui l'avait apparemment épuisé, lui qui souffrait depuis déjà 4 ans. C'est le fils du roi, le prince héritier Mohamed, qui a annoncé officiellement la mort de son père. Juste avant, la télévision marocaine a diffusé des extraits du Coran, la preuve que les choses n'allaient pas bien.
Le règne du roi Hassan II a débuté en 1961. Un règne de 38 ans marqué par une série de bouleversements. 2 coups d'État réprimés dans le sang. 1975, la reprise du Sahara occidental, occupé à ce moment-là par l'Espagne. Mais le roi Hassan II, c'est l'image d'un monarque autoritaire qui aime le risque et qui n'hésite pas à faire emprisonner des centaines de personnes, simplement parce qu'elles pensent autrement. Mais celui qui avait l'habitude de bafouer les droits de l'homme est lentement devenu un artisan de la paix. Il était là, à Camp David, il y a 20 ans, quand Israël et l'Égypte ont mis un terme à leur conflit. Un rôle important aussi en 1993, qui aura permis un rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Hassan II mort, c'est maintenant le règne de son fils Mohamed VI qui débute. Un docteur en droit de 35 ans dont le monde sait bien peu de choses, mais qui aura certainement une façon bien à lui de gouverner. Maxime Landry pour le réseau TVA. Une dernière messe à la mémoire de John Kennedy Jr., de son épouse Caroline Bessette et de sa belle-sœur Lauren Bessette à New York aujourd'hui. 350 personnes y étaient, dont le président Bill Clinton et sa famille. Le service privé a été célébré dans une église vieille de 126 ans, l'église St. Thomas More de Manhattan. Richard Latendresse. Encore une fois, tout ce qui continue de nourrir le mythe des Kennedy était réuni. Le pouvoir, l'argent, la gloire et beaucoup de tristesse. Une cérémonie à l'église St. Thomas More de Manhattan, une église vieille de 126 ans choisie parce que Jackie, la mère de John, venait s'y recueillir. On tenait à une messe privée, mais c'était impossible, évidemment, de la rendre anonyme. Maria Shriver, journaliste à NBC et cousine de John Jr., était accompagnée de son mari, l'acteur Arnold Schwarzenegger. Le boxeur Mohamed Ali, que JFK Jr. admirait tant, était là, d'ailleurs ralenti par la maladie de Parkinson, mais toujours aussi apprécié par ceux qui le côtoient. Puis dans le cortège de limousines noires, celle de Bill Clinton, le président américain, avec sa femme Hillary et leur fille Chelsea. Et plus discrète que jamais, sa sœur Caroline. Et bien sûr d'autres cousins et cousines, des oncles, des tantes, des amis, mais aussi tenus très loin des gens ordinaires, des centaines d'entre eux, arrivés tôt le matin, plusieurs heures avant la cérémonie. We came actually down from Canada last night, 15-hour drive. Got in this morning around 4 o'clock. He was always so nice and giving up his time and his money and his energy, and I just felt like I should come down here and pay my respect. La messe, animée par un chœur de gospel, a été dite par le prêtre qui avait marié John et Caroline Bessette. Et c'est son oncle, le sénateur Ted Kennedy, qui a prononcé l'éloge funèbre. Un éloge qui aurait pu être celui de son père. JFK Jr. avait, selon son oncle, tout l'espoir du monde avec lui, tous les dons, tout, sauf le temps. Richard Latendresse pour Réseau TVA. C'est le crime des lâches et il y a un lâche en liberté. Une jeune femme de 17 ans a été frappée la nuit dernière par un automobiliste qui a pris la fuite. La tragédie est survenue sur le boulevard Curie-Labelle à Rosemère. La police de Rosemère et la Sûreté du Québec recherchent des témoins de l'événement et un camion Dodge Durango de couleur rouge avec des dommages au phare avant. Harold Gagné. Émilie Tinel, âgée de 17 ans, n'a eu aucune chance. L'automobiliste qui l'a heurté ne lui a pas porté secours et s'est enfui. La jeune fille circulait à bicyclette sur la 117 Sud lorsque le drame s'est produit. Elle venait de quitter quelques minutes plus tôt des amis à Sainte-Thérèse et regagnait son domicile de Rosemère. C'est à l'intersection de la rue du Parc et de la 117 Sud qu'a eu lieu l'accident. Mais les policiers de Rosemère ont retrouvé la bicyclette de la jeune fille plusieurs mètres plus loin et son corps à au moins 100 mètres du lieu de l'impact. Tout porte à croire que le véhicule a heurté la bicyclette par l'arrière. Selon un témoin qui a parlé à la Sûreté du Québec, le chauffeur serait descendu de son camion pour vérifier s'il était endommagé et serait reparti comme si rien n'était arrivé. Vers 2h30 la nuit dernière, les policiers de Rosemère ont intercepté un véhicule et interrogé une femme. Mais elle n'était pas impliquée dans l'accident. C'est pas le véhicule qui est impliqué dans l'accident. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, selon les dommages que nous constatons au véhicule et les points d'impact sur le véhicule, ça ne correspond pas. Pour l'instant, les spécialistes de la SQ font des analyses pour déterminer ce qui s'est réellement passé. Comme vous voyez ici, vous voyez les différents ronds roses qu'il y a de tracés sur la chaussée. Bon, c'est des morceaux, des fragments de lumière. Okay? Ce qu'il faut vérifier, est-ce que ça provient du véhicule impliqué dans l'accident ou de la bicyclette. Ce matin, la mère d'Émilie Tinel s'est rendue sur les lieux de la tragédie. Elle était sous le choc et ne voulait pas parler. Ce drame qui s'est produit face au club de golf de Rosemère nous rappelle la mort de Vincent Desjarlais, 14 ans, heurté à mort à Vaudreuil il y a 2 ans par Ron Carrière, l'homme à la Mercedes. Harold Gagné, TVA, Rosemère. C'est
Détournement d'avion au Japon, un 747 atterrit sans son pilote, le pirate de l'air l'a tué. Il y a 60 ans, 105 couples se mariaient dans un stade à Montréal. Quand j'avais 10 ans, mon frère et moi on partait se cacher dans la ruelle derrière chez nous. C'est là qu'on a commencé à fumer. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, j'ai réussi à arrêter, mais pas lui. Nicolas, la cigarette, c'est comme le cycle d'une vie. Tu l'allumes quand t'es jeune, tu la consommes en vieillissant, puis tu t'éteins en même temps qu'elle. Nicolas, je veux pas te perdre à cause de la cigarette. Un message du gouvernement du Canada. Que vous travaillez sur votre maison, votre auto, votre lancer frappé. Depuis toujours, pour aller jusqu'au bout, vous commencez chez Canadian Tire. Pour être capable de tout, Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Savez-vous pourquoi Formule Possède Buick vend autant d'auto-usagers? C'est simple, les nombreux avantages Optimum, comme l'inspection, la garantie similaire à un véhicule neuf, des plans de financement et de location les plus compétitifs. Formule Possède Buick et Optimum, c'est la combinaison gagnante. Il est intrigué par une fillette un peu étrange. Je voudrais devenir sorcier comme ça. Il est prêt à devenir sorcier. Ils en auront tous peur. Un film envoûtant, l'ensorcellement de Ben Wagner, ce samedi, 18h30. Il a eu une très mauvaise journée. Il est cassé. Il est frustré. Il en a marre de tout. Michael Douglas perd les pédales. Il veut juste terminer sa journée. L'enragé, samedi 20h30. Eh bien, une autre histoire de disparition qui se termine bien. 2 dames parties hier matin en randonnée pédestre dans les Hautes-Laurentides ont été retrouvées finalement saines et sauves ce matin. Elles ont passé la nuit en forêt, mais se sont finalement très bien débrouillées. Robert Plouffe. Les sœurs Janine et Liliane Mani ont passé la nuit dernière à la Belle Étoile. Il faisait beau, le style d'étoile, mais on l'appréciait plus, par exemple. Non, ça a bien été. Oui. Les 2 dames sont parties jeudi matin par ce sentier. Mais les indications sur le panneau sont trompeuses. Elles ont emprunté le mauvais chemin. Vous êtes ici, sentier l'héritage. Fait que ça y est, on part. Puis ça, c'est pas le bon, ça? Non. C'est sentier d'Alléluia qu'on a fait 18 km. Alléluia. Alléluia. Après 18 km et demi de marche, elles se sont résignées. On n'était pas perdus, on est toujours été dans le sentier. On se reposait aujourd'hui, puis demain, mais là, on décidait quelle direction qu'on partait. Mais c'est sûr qu'on prenait notre trail de moto. Mais on était assez certains, nous aussi, que cet avant-midi, il y aurait quelqu'un qui nous trouvait. Au petit matin, la Sûreté du Québec avait encore une fois tout déployé pour de telles occasions. Elle a d'ailleurs pu compter sur plusieurs bénévoles en véhicule tout-terrain. C'est l'un d'eux, Étienne Vaillancourt, qui les a retrouvés vers 10h30. Il était campé. Ouais, ben, il s'était fait un lit avec des branches, il avait fait un petit feu, là. Ils ont passé la nuit là. Si elles ont pu si rapidement retrouver les leurs, c'est que les 2 dames ont suivi les consignes en pareil cas. C'est de s'identifier un point le plus élevé possible dans une clairière pour être récupérable et puis de demeurer sur place pour garder ses énergies le plus longtemps possible. Et si jamais vous vous perdez dans le secteur du lac Boisseau à la Conception... Quelqu'un qui est pris, mais il y a une cabane de fête parce qu'on avait préparé notre cabane pour ce soir. Robert Plouffe, TVA, dans les Hautes-Laurentides. L'homme qui est soupçonné d'avoir assassiné Annick Babin, 23 ans, à Ville-Saint-Laurent, jeudi, a été retrouvé cet après-midi à Halifax, en Nouvelle-Écosse. La police a épinglé Éric Bilodeau, 24 ans. Il s'apprêtait à vendre une voiture volée. Il sera ramené demain à Montréal où les enquêteurs vont l'interroger au sujet du meurtre de son ami. C'est la police de Sainte-Foy qui avait alerté les enquêteurs montréalais après avoir reçu l'appel d'un homme disant qu'il venait de tuer sa compagne. La Sûreté du Québec a arrêté aujourd'hui un membre des Rock Machines à Saint-Lin, dans la Naudière. L'arrestation de Stéphane Corbeil, 28 ans, est survenue lors d'une série de perquisitions qui ont aussi mené à la saisie de 4 détonateurs et de 2 armes de poing. Cette opération policière fait suite à la découverte mercredi d'une bombe près du poste de police de Saint-Lin. On croit que cet événement pourrait avoir un lien avec la mort d'un proche des Rock Machines, Serge Boisvert, abattu par les policiers dimanche dernier.
Spectaculaire détournement d'avion aujourd'hui à Tokyo. Un pirate de l'air a tué en plein vol le pilote d'un Boeing 747. Après l'avoir poignardé avec un couteau de cuisine, le pirate de l'air a brièvement pris les commandes de l'appareil. Des membres de l'équipage ont finalement réussi à le maîtriser et c'est le copilote qui a posé l'appareil à Tokyo. Le suspect, âgé de 28 ans, était dépressif. Il a été livré à la police, ligoté avec des cordes et des cravates. L'appareil transportait plus de 500 personnes. Une enquête a été ouverte. En Chine, les manifestations continuent depuis l'interdiction de la secte Falun Gong par les autorités chinoises. Hier, la police a arrêté aujourd'hui 200 membres de la secte qui protestaient sur la place Tiananmen. Le gouvernement a interdit le Falun Gong. C'est la plus grande secte chinoise. Elle compterait 100 millions de membres. On l'accuse de menacer la stabilité du régime. Pékin affirme que la secte, dirigée par Li Hongzhi, qui vit aujourd'hui à New York, répand la superstition et trompe les citoyens. Depuis mardi, des adeptes manifestent tous les jours à Pékin et dans plusieurs villes du pays. On vient chez nous, la compagnie Eaton a annoncé aujourd'hui qu'elle reporte la date de son assemblée annuelle. C'est signe qu'elle réfléchit à son avenir. L'assemblée qui devait réunir ses actionnaires a été reportée au mois de septembre. La société estime que cette décision va lui permettre de poursuivre ses discussions avec des partis qui voudraient réaliser une éventuelle transaction avec elle. Des rumeurs circulent depuis quelques mois déjà qu'Eaton serait en grande difficulté financière et serait à vendre. Un couple de Granby fête aujourd'hui un événement important. Il y a 60 ans aujourd'hui, Georges Couture et Marie-Berthe Cabana se mariaient d'une façon plutôt inhabituelle. Ils formaient l'un des 105 couples membres de la jeunesse ouvrière catholique. Et c'est dans un stade devant plus de 30 000 personnes qu'ils ont échangé leurs promesses. Marcel Gagnon. Ça, c'est à inauguré là, que l'homme portait un jonc. Parce que l'homme ne portait pas de jonc, le Canadien français. Pour Georges Couture, 83 ans, et son épouse Marie-Berthe, 80 ans, ce 23 juillet 1939, c'est comme si c'était hier. Georges, ici, oui. Vous êtes là, derrière, caché. Oui. Pour valoriser et faire connaître le mariage chrétien. Et puis, là, tout ce que vous voyez là sont des jeunes de la JOC. Il y a eu le congrès, je sais, la même année. Il garde précieusement ces images tournées à l'époque, en partie par Paramount Pictures, ou encore par un étudiant à la prêtrise. C'était quelques mois avant que n'éclate la guerre 39-45. Les couples venaient de partout au Québec. Des 4 couples de Granby, le couple Cabana-Couture est le seul dont les 2 conjoints vivent toujours. Chaque couple avait un prêtre, 105 couples, 105 prêtres. Il y avait un hôtel avec 7 évêques et un archevêque qui célébrait le mariage avec les 105 prêtres en même temps. J'avais jamais douté d'être marié, là. Non. L'événement était grandiose. Les couples ont même eu droit, via la radio-onde courte à la bénédiction depuis Rome, du pape Pie XII. On évaluait à 30 000 le nombre de personnes dans le stade. À plus de 300 000, la foule massée le long des rues depuis le stade à l'angle des rues de Lorimier et Ontario jusqu'à l'île Sainte-Hélène où avait lieu la réception. Les voitures, la compagnie John Motors m'a pris une auto qui avait une limousine avec chauffeur pour chaque couple. Paramount Pictures, de son côté, présentait ces images dans les cinémas avant le film principal. Aucun des 105 couples ne s'est séparé. Le couple de Granby, lui, a eu 14 enfants, dont 12 vivants. Il compte 10 arrière-petits-enfants. Puis comment qu'il y a des petites tempêtes, on est capable de saigner pour se pardonner. On saigne plus après. Ben oui. C'est meilleur après. Georges et Marie-Berthe feront l'objet d'une grande fête de famille le 21 août prochain, à Granby. On était là avec nos enfants. Marcel Gagnon, TVA, Granby. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Sophie. J'imagine que vous avez eu le temps de nous dresser une longue liste d'activités intérieures pour le week-end. Des bonnes, des moins bonnes, mais enfin, alors c'est ce qu'il faudra faire pour ce week-end. Samedi et dimanche, ça s'annonce pluvieux, des risques d'orage sur la plupart des secteurs, à l'exception des secteurs vraiment plus à l'est du Québec et au nord. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour eux autres, des moins bonnes pour nous dans ce coin-ci. Alors, je vous donne tous les détails un petit peu plus tard. Bonjour, mon nom est Benoît Destry. Ici, en Estrie, on fabrique les vélos de marque Triomphe pour Walmart. Ce sont d'excellents vélos. Dans l'usine, on fabrique les vélos de A à Z. On soude les cadres, on les peint, on fabrique les roues, on fait l'assemblage final, on met les vélos dans les boîtes. Et c'est prêt à être livré chez Walmart. L'an passé, on a livré plus de 100 000 vélos partout au Canada. Grâce à Walmart, on a une centaine d'employés de plus qui travaillent ici. C'est vraiment une excellente bicyclette que tout le monde peut se payer.
Le Grand Prix Players de Trois-Rivières. 30 années d'émotion forte. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières, présenté par Monsonet. On y court les 30, 31 juillet et 1er août. Faites partie de la course. Décibel, ce dimanche, 17h. La vie est un sport dangereux. C'est dimanche, 18h30. Fort Boyard, l'expérience ultime. L'ex-boxeur Dino Clavet a appris à se défendre et à recevoir des coups. Fort Boyard, ce dimanche, 19h. Au cinéma Télémax Vidéotron. Faites une découverte sensationnelle. N'ayez pas peur. On veut la réintégrer, la protéger. Mel, au cinéma Télémax Vidéotron, ce dimanche, 20h. La vie est courte, mais le rire l'allonge. Drôle de vidéo, ce mercredi, 19h. Et même si les épreuves sont commencées depuis jeudi, c'est ce soir que sont officiellement ouverts les 13e Jeux panaméricains à Winnipeg. Plus de 5000 athlètes et 2000 entraîneurs provenant de 42 pays vont y participer. Et c'est plus de 600 athlètes canadiens qui sont rendus aux compétitions. Déjà, le Canada a 4 médailles en poche, dont 2 en or. La cérémonie de ce soir était digne de l'Ouest canadien et les athlètes ont défilé devant une foule de 20 000 personnes. C'est la deuxième fois que Winnipeg est hôtesse des Jeux panaméricains. Eh bien, la 3e édition du festival Woodstock a débuté aujourd'hui dans l'État de New York. C'est 200 000 jeunes qui vont s'y rassembler au cours des 3 prochains jours. Mais on dit souvent que l'histoire ne se répète pas. L'événement ne serait pas le même qu'il l'a été il y a 30 ans. Dominique Arpin. Les organisateurs en attendaient 100 000. Il en est venu 5 fois plus. Pas moins d'1 demi-million de personnes ont assisté au premier festival Woodstock. Au fil du temps, l'événement est devenu un point de repère dans l'histoire de la musique, un symbole pour toute une génération. C'était en 1969. 30 ans plus tard, après avoir ressuscité l'événement une première fois en 1994, un groupe de promoteurs remet ça. Depuis midi, des milliers de jeunes participent à la 3e mouture du festival Woodstock, à Rome, dans l'État de New York. Une mouture fort différente de la célébration originale. D'abord, le site n'a plus rien de bucolique. Woodstock 1999 se tient sur une base aérienne militaire. Belle ironie lorsqu'on se rappelle l'esprit pacifique du premier festival. Signe des temps, le contrôle et la sécurité ont été renforcés. Les spectateurs sont fouillés au détecteur de métal à l'entrée. Les drogues sont interdites. Ceux qui rêvaient d'entrer sur le site illégalement vont frapper un mur, littéralement. D'immenses clôtures ceinturent la base militaire et des agents de sécurité sont postés dans des tourelles. En 1969, la moitié des spectateurs étaient entrés sur le site sans payer. Les organisateurs avaient essuyé un déficit de 1,3 million de dollars. Le même problème est survenu il y a 5 ans. Cette fois-ci, les spectateurs n'auront pas d'autre choix que d'acheter leur bracelet d'accès au coût de 260 $ canadiens pour les 3 jours. Pour ce prix, ils pourront assister à une 50aine de spectacles. Et il y a de grosses pointures comme Sheryl Crow, Alanis Morissette ou les Chemical Brothers. Alors que le folk rock régnait sur Woodstock en 1969, le techno est en vedette ce week-end. Bob Dylan l'a bien chanté, « The Times, They Are Changing ». Dominique Arpin pour le réseau TVA. Cet été, redécouvrez le zoo de Saint-Édouard. Venez admirer nos 85 espèces d'animaux dans un décor aménagé pour vous. Le zoo de Saint-Édouard, c'est l'émerveillement assuré. Aire de pique-nique, jeux, souvenirs et restauration. C'est ça le zoo de Saint-Édouard, sortie Masquinongé de l'autoroute 40. Bonnes vacances pour les commis. Tomberez-vous dans le panneau? Fais-moi rire, ce lundi, 19h. Ni hommes, ni bêtes. Ils parlent aux animaux.
L'homme singe est de retour. Tarzan doit faire respecter la loi de la jungle. Tarzan, ce lundi, 19h30. Du jour au lendemain, je suis passée d'un tremplin avec des millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et ensuite, ça a été comme, on tourne la page, puis on fait autre chose. Lorsque l'étoile s'éteint, lorsque notre carrière se termine, il y a une grande vie. La Fondation va être là pour soutenir les athlètes pendant leur carrière et après leur carrière. On va aider ces athlètes-là à se retrouver une passion. Je suis attirée par Colas. C'est comme un aimant. Il sort avec Valérie. Écoute, j'essaie de décrocher. Tu viens avec moi ou bien c'est fini entre nous deux? Allez, flic, j'ai la course sur moi. Beverly Hills, ce lundi, 20h. Il vous attend. Attention au choc nerveux. Pas d'urgence, ce lundi, 21h. Cet été, redécouvrez le zoo de Saint-Édouard. Venez admirer nos 85 espèces d'animaux dans un décor aménagé pour vous. Le zoo de Saint-Édouard, c'est l'émerveillement assuré. Aire de pique-nique, jeux, souvenirs et restauration. C'est ça le zoo de Saint-Édouard. Sortie Masquinongé de l'autoroute 40. Alors Brigitte, si on est en retard, le moindrement, là, au niveau du cinéma, là, depuis 3-4 mois, c'est le temps de se rattraper en cette semaine. C'est le temps de se rattraper pour beaucoup de choses, des activités notamment à l'intérieur. Alors pour samedi-dimanche, eh bien, il y a un système dépressionnaire qui se dirige vers nous. C'est ce qui va nous apporter des averses et des risques d'orage pour la plupart des secteurs. Et les températures, quand même, dans les normales saisonnières, mais beaucoup d'humidité, on le devine. Alors, si on regarde un peu plus en détail pour tous les secteurs, si on commence par le sud-ouest du Québec, eh bien, pour les Laurentides, c'est des averses avec un risque d'orage. Pour l'Outaouais, cependant, il y aura quelques nuages avec des éclaircies et les averses et risques d'orage en fin d'après-midi. Et pour la Mauricie, Québec, la Beauce, Montréal et les cantons de l'Est, c'est un ennuagement là, en début d'avant-midi et des averses et risques d'orage pour l'après-midi et fin de journée, des maximums de 25 à 29. Pour dimanche, pour l'Outaouais, c'est du soleil avec quelques nuages. Et pour les autres secteurs, c'est des averses et des risques d'orage toujours. Des maximums très saisonniers de 21 à 27. Si on regarde maintenant les secteurs un peu plus à l'est, ça sera du soleil cependant pour la Côte-Nord, la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord. Et sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, c'est des nuages en avant-midi. Et par la suite, ça se couvre pour des averses et des risques d'orage en fin de soirée. Maximum de 21 à 25. Pour dimanche, eh bien, c'est des averses et des risques d'orage pour tous les secteurs, à l'exception de la Basse-Côte-Nord qui verra un peu plus de soleil. Maximum de 19 à 22. Pour les secteurs plus au nord et à l'ouest, pour la baie James, c'est un ennuagement avec des averses en fin de journée, 25 degrés. Fermont, alternance de soleil et de nuages, 21. Abitibi-Témiscamingue, eh bien, c'est des averses et un risque d'orage, 26. Pour dimanche, c'est nuageux avec des éclaircies pour la baie James et Fermont. Et c'est des averses avec un risque d'orage pour l'Abitibi-Témiscamingue. Les maximums qui vont varier de 22 à 26. Alors, si on regarde maintenant les tirages de l'Auto-Québec, nous commençons d'abord par la Mini, le numéro 8, 1, 1, 0, 7, 0. Ensuite, pour le Super 7, les chiffres gagnants, le 3, le 7, 14, 19, 21, 23, 35, complémentaire 33. Pour la quotidienne à 3 chiffres, le 3, le 8, le 6. La quotidienne à 4 chiffres, le 4, 2, 3, 4. L'extra, le 9, 1, 8, 8, 4, 4. Et maintenant pour le banco, le 3, le 7, le 12, le 14, le 16, 20, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 46, 47, 60, 62, 63 et 69. Alors voilà, Sophie. Alors pour ce week-end, vous l'avez dit, on planifie les activités à l'intérieur, le cinéma, le petit ménage. Il a fait tellement beau qu'on a mis de côté beaucoup d'activités. Alors c'est le bon moment pour le faire. Ça va faire du bien aux fleurs, ceux qui en ont bien besoin. Merci beaucoup. Soirée. Au revoir, Brigitte. Ça termine cette édition du vendredi 23 juillet. Merci de votre attention. C'est mon collègue Serge Géoux qui sera avec vous en fin de semaine. Je vous retrouve lundi à 22h. Très bonne nuit.
Santa. Ali est de retour à TVA dès cet automne, le lundi soir. Elle habite sur une autre planète. Quel est son prénom? Sa force est-elle dans son fameux imperméable? Où cache-t-il son arme? Résolvez les mystères avec Colombo ce mardi à 20h. Droit de l'art à la main, il fait son chemin vers un plaisir fantastique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Gauguins. Aventurier, c'est son nom, on le gratte. Son histoire est remplie des exploits, découverts de seul doigt. Jamais vu aucune autre instantanée aussi bonne que celle-ci. Partez à la découverte de milliers de lots allant jusqu'à 50 000 $ avec les aventuriers de l'Auto-Québec. La vente colossale est de retour, avec des taux de financement très audacieux sur les véhicules Chrysler, sur les mini-fourgonnettes les plus vendues au pays, sur les camions Dodge et sur les légendaires Jeep. Chérie, écoute, attends-moi pas pour souper, OK? Bye! Faites un saut chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep. En collaboration avec Tacos Pizzeria, à tous les vendredis, la vie en Mauricie prend une bouffée d'air frais. Nous vous suggérons des sorties estivales qui se dérouleront dans notre région. La vie en Mauricie en vacances, c'est le vendredi 11h30. Soyez-y! Il est super, ton appart! Ouais, venez voir mon nouveau chalet. T'as refait de la peinture? Ouais, il est posé. Il est ici comme un mur entre nous. Je voudrais qu'on parle, je t'en prie. Je vais passer la nuit dans le bois. Y'a quelqu'un? Ina? Jim? Salut Jim. Ça va? Très bien. C'est sûr? Sincèrement. Non, ça va pas du tout. Je sais pas si Nina reviendra comme avant. Mais je crois pas. Faudra bien trouver une solution. La seule, ce serait de partir le plus loin possible, mais... Je sais ce que tu ressens, je comprends. Oh non. Non, personne ne peut le savoir. Si tu savais ce que ça fait. Quand tu as vu cette ordure dans les bois, tu l'aurais étendu mort.
d'ici et n'y revenez plus jamais. Vous n'avez rien à prouver à personne. Ils ont supprimé le garde à l'entrée. Oui. Tout le monde suppose que c'est terminé. Pas moi.